Vous écoutez La Grande Évasion Fiscale, épisode 2, la mise à mort du secret bancaire suisse, deuxième partie. Sous la pression des Américains, les autorités suisses brisent le sacro-saint principe du secret bancaire. Et cela, toujours pour sauver UBS, la plus grande banque du pays. Le gouvernement suisse a une politique qui paraît relativement étrange pour beaucoup des observateurs. Douglas Hornung, avocat d'affaires. Un manque total, semble-t-il, d'anticipation. Une soumission beaucoup trop grande aux grands groupes financiers. Lorsque les grands groupes demandent quelque chose au gouvernement, le gouvernement le donne. Ça veut dire que ce sont les banques qui gouvernent, parce que UBS, par exemple, a 60% du marché hypothécaire. Donc le gouvernement, dans une certaine mesure, on peut le comprendre, dit ces établissements-là sont trop gros pour tomber, et donc quel que soit le dépouillement de tout notre arsenal juridique que cela impose, il faut les sauver. Au Parlement de Berne, toujours pas de réaction. Ce silence complice a une explication. Le problème chez nous, c'est qu'on est un parlement de milice. On est censé travailler à côté de notre activité parlementaire, et il y a pas mal de gens qui travaillent pour les lobbies, qui sont dans des conseils d'administration. Il y a des députés qui font vraiment partie des lobbies et qui sont payés pour. Maria Roth-Bernasconi, députée du Parti socialiste suisse. L'industrie pharmaceutique, le lobby des caisses maladie est très fort. Il y a aussi un lobby des banques. Il y a des députés qui sont dans des conseils d'administration des banques. On a par exemple appris que dans certains partis, ils recevaient les dons selon comment les députés votaient. Et on cochait carrément les votes, et puis s'il n'y avait pas assez de oui à une affaire qui les concernait, on limitait l'argent. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de député professionnel, il n'y a pas d'incompatibilité. Jean Ziegler, membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et si vous êtes dans un parti de droite ou de centre, qui malheureusement sont largement majoritaires, vous êtes immédiatement, dès votre élection, coopté dans les conseils d'administration de l'UBS, du Crédit Suisse, de Novartis, des grands trusts multinationaux qui appartiennent en général également aux banques. Et les banques, par exemple, l'oligarchie bancaire a une majorité automatique au Parlement, dans les deux chambres. Automatique. Coincés dans leur conflit d'intérêts, les députés suisses laissent le champ libre aux manœuvres américaines. Aux États-Unis, l'obtention de ces 4500 noms de fraudeurs américains n'est que le début d'une offensive de longue haleine. Et là, le fisc américain est très très rusé, parce qu'il ouvre une période de dénonciation volontaire. Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint d'Alternatives économiques. Le message est le suivant. Vous, Américains, vous avez caché de l'argent en Suisse ou ailleurs. Si, grâce au nom d'UBS, je tombe sur vous, vous allez payer les impôts de retard, vous allez payer des pénalités, je vais vous poursuivre en justice, vous pourrez même faire de la prison. Si vous venez vous dénoncer, vous paierez juste vos impôts de retard, vos pénalités, vos amendes, je ne vous poursuis pas en justice. Et là, le fisc américain récupère 15 000 noms. Il en attendait 4 000 d'UBS. 15 000 noms arrivent d'Américains qui se dénoncent de manière volontaire. Aux 15 000 Américains qui se sont dénoncés volontairement, on fait payer leurs impôts avec pénalité de retard. Le milliardaire Igor Olenikov, lui, est condamné à 52 millions de dollars d'amende. Quant à Bradley Birkenfeld, également condamné, la presse recueille ses confidences juste avant son entrée en prison, le 8 janvier 2010. Condamné à 40 mois de prison, il en fera 32. Mais à sa sortie, coup de théâtre. 104 millions de dollars. C'est ce que le fisc américain a décidé de donner à Bradley Birkenfeld. Dans le cadre de son offensive anti-évasion fiscale, il s'agit pour l'administration américaine d'encourager les dénonciateurs. Et en prime,
Bradley Birkenfeld hérite du titre prestigieux de lanceur d'alerte. Ces lanceurs d'alerte, qui révèlent les secrets des entreprises ou des gouvernements, sont devenus pour l'opinion publique les héros d'une époque qui réclame de plus en plus de transparence. Hervé Falciani a livré 8000 noms de comptes non déclarés au sein de sa propre banque, HSBC. Bradley Manning a dévoilé sur Wikileaks des documents militaires américains classés secret défense. Edward Snowden a révélé les programmes de surveillance des services secrets américains. Bradley Birkenfeld, condamné puis encensé. On aurait pu en rester là. Mais les autres banques suisses implantées aux États-Unis vont alors prendre un énorme risque, quelques mois à peine après la mise en accusation d'UBS. 11 d'entre elles, obnubilées par l'appât du gain et un très fort sentiment d'impunité, décident de récupérer les clients fraudeurs partis précipitamment de chez UBS. Pour les autorités américaines, la provocation est insupportable. Le député Jean-Christophe Schwab, consterné, ne peut que le constater. Alors malheureusement, vous avez des établissements qui ont repris la clientèle américaine d'UBS. Et maintenant, ces établissements sont à leur tour en difficulté. Nous avons 11 banques suisses ou établies en Suisse, ou des filiales suisses de banques étrangères, qui sont dans le viseur des autorités fiscales américaines parce qu'elles ont repris une clientèle qui était probablement en difficulté, en délicatesse avec le fisc. Et au fond, ça a été une grave erreur parce que ces établissements ne pouvaient que savoir que cette clientèle qu'UBS a abandonnée était d'une part douteuse et d'autre part allait leur causer des ennuis similaires. Les Américains décident alors de faire un exemple en s'attaquant à la plus petite d'entre elles, la banque Wegelin, une des plus vieilles institutions suisses créée en 1741. Frappée d'une amende de 74 millions de dollars, la banque au passé prestigieux est obligée de se saborder. Le symbole est terrible, le traumatisme énorme. Là, on a vraiment assisté au désossage d'un établissement par les autorités fiscales. La banque était tellement mêlée dans les affaires d'évasion fiscale qu'elle a été purement et simplement liquidée. De théorie que le danger d'un désossage par les autorités américaines est devenu tout à fait réel et ce qui a eu beaucoup d'influence sur la suite. Personne n'est à l'abri du fisc américain. Pour connaître le nom des fraudeurs, les autorités américaines veulent désormais tout savoir des relations entre les banques, de part et d'autre de l'Atlantique. Elles exigent la remise de tous les documents échangés entre les maisons mères suisses et leurs succursales américaines. Pour savoir quel est le montant de l'amende que vous allez finir par payer, le gouvernement américain, doit savoir exactement tout ce qui s'est passé. Donc je veux avoir toutes les informations, tout ce qui a été échangé, même le plus simple des petits mémos, mais aussi tous les téléphones et numéros de téléphone faits depuis l'an 2000 aux États-Unis, de manière à ce que je puisse me faire une idée, moi, juge américain, de la culpabilité et donc de la peine que vous aurez à subir. Pour la présidente de la Confédération suisse, le souvenir de la liquidation de la banque Wegelin plane comme une menace. Une nouvelle fois, elle cède au diktat américain. A-t-elle agi par mépris ou par inconscience ? En tout cas, en autorisant les banques à donner tous leurs documents internes au fisc américain, elle livre du même coup le nom des employés suisses mentionnés dans ces documents. Tous ces documents mis ensemble donnent plusieurs centaines, plusieurs milliers de noms aux autorités fiscales américaines, des noms d'employés qui sont totalement innocents, qui n'avaient rien à voir ni de près ni de loin avec la clientèle américaine, mais qui sont mis dans le même sac et dont les noms ont été transmis et qui ne savent vraiment pas ce qui va leur arriver demain. Et vous mettez ainsi 10 000 personnes, puisque c'est 10 000 personnes qui sont potentiellement concernées, tous ces employés, ex-employés, gestionnaires externes, avocats externes également, en pâture potentielle à une juridiction pénale étrangère qui est loin d'avoir le sens de l'humour et qui peut vraiment vous ennuyer, tout ça pour sauver la banque. Douglas Hornung, avocat,
s'est spécialisée dans la défense des employés dont les noms ont été ainsi donnés aux Américains. Ce qu'on comprend mal et qu'on ne peut pas accepter, à mon sens, c'est que le gouvernement suisse marche dans cette combine. Et ça paraît totalement inacceptable. Le premier devoir d'un gouvernement, qu'il soit suisse, français ou autre, c'est quand même de protéger ses concitoyens. C'est pas de les donner en pâture à une juridiction pénale étrangère, alors que ces gens-là n'ont jamais fait que leur travail et qu'en Suisse, on ne peut rien leur reprocher. Et donc ces gens-là pouvaient au moins s'attendre que leur propre gouvernement ne les trahisse pas. Depuis le début de ce bras de fer avec les États-Unis, le Parlement de Berne n'avait pas brillé par son courage, préférant laisser le gouvernement négocier en secret avec les Américains. Une trahison. La Suisse brade ses valeurs. Les banques doivent assumer leurs responsabilités. Que sera la place financière suisse dans 10 ans ? La mise en cause directe de simples employés de banque finit par réveiller quelques consciences. Comme un pressentiment que cette fois-ci, c'est tout le pays qui est en danger. Cette angoisse, qui commence à saisir le Parlement, est d'autant plus forte que les Américains durcissent encore leur contrôle sur les banques suisses. Le Sénat américain vote une nouvelle loi, qu'on appelle la loi FATCA, qui impose quoi ? Qui dit que toute institution financière, une banque, un fonds spéculatif, une compagnie d'assurance, tout ce qui touche à la finance, qui ouvre un compte à un Américain à l'étranger, doit le déclarer de manière automatique au fisc américain. Déclarer le nom de la personne, déclarer ce qui rentre, ce qui sort et le solde à la fin de l'année. Un échange automatique d'informations entre les acteurs financiers privés et le fisc américain. Le fisc américain n'a plus rien à faire, il attend l'information, il met juste quelques personnes pour gérer les informations et tomber sur les récalcitrants, sur les fraudeurs. C'est un coup de poignard extrêmement fort au niveau mondial sur le secret bancaire. La loi FATCA ne prendra effet officiellement qu'en 2014. Mais déjà les banques en anticipent les conséquences. Cette fois, même s'il n'a pas été légalement abrogé, le secret bancaire suisse est bien mort. Il faut regarder la réalité en face. La Suisse va souffrir. La place financière va devoir se redimensionner. Ça va faire mal. Au niveau de l'emploi, ça va faire mal et ça commence déjà à faire mal. Il y aura des licenciements. Il y en a d'ailleurs déjà. L'économie suisse va très certainement en pâtir et les gens ne s'en rendent pas encore compte parce que c'est pas encore tout à fait sensible maintenant. Quand même, l'année passée, 30% d'augmentation de chômage à Genève seulement pour le secteur bancaire et financier parce que beaucoup de banques se débarrassent ou licencient du personnel. Donc vraisemblablement, plus la pression augmente, et notamment européenne ou autre, plus il y aura des licenciements, et donc plus il y aura des difficultés de type social ou autre, avec du chômage qui augmentera de manière sensible. Le secteur bancaire suisse est passé de 12% à 7% du PIB, avec bien sûr des répercussions sur toutes les activités qui en découlent, l'immobilier, l'hôtellerie et le commerce de luxe. UBS, comme les autres banques, taille dans ses effectifs. Sur ses 80 000 employés, elle en supprime 10 000, dont 2 500 en Suisse. Une partie de ses services administratifs est délocalisée en Pologne. Pour régler définitivement le contentieux avec les autorités américaines, les 11 banques qui avaient tenté de récupérer la clientèle UBS aux États-Unis vont être condamnés à des milliards de dollars d'amende, ce qui d'ailleurs va se répercuter sur l'ensemble du pays. Moins de rentrées fiscales, puisque les grandes amendes, ou petites ou grandes, seront déductibles fiscalement. Ça veut dire donc que les grandes banques ne payeront plus d'impôts. L'UBS actuellement ne paye déjà plus d'impôts depuis 2008 ou 2009, parce qu'elle a dû payer ces énormes amendes. Donc moins de rentrées fiscales, et donc problème budgétaire pour la Suisse à très court terme. Problème budgétaire à court terme, certes. Mais c'est désormais le long terme qui inquiète les plus lucides.
Alors, c'est vrai que maintenant, on est dans une situation de guerre économique, mais je crains que malheureusement, nous l'ayons en partie cherché. De faire pendant des décennies l'apologie de l'évasion fiscale sous prétexte de secret bancaire, ça ne pouvait que nous attirer des ennuis. Et au fond, c'est légitime que d'autres États, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la France ou encore d'autres États qui ont des difficultés de finances publiques, eh bien, qu'ils fassent une guerre impitoyable aux personnes qui fraudent le fisc. Eh bien, quand on a protégé ces gens pendant des années et des années, eh bien, malheureusement, on est dans une situation très inconfortable. Oui, l'opinion est en train de changer. Il y a quelques années, vous m'auriez posé cette question il y a 10 ans, je vous aurais dit non, le secret bancaire est une vache sacrée, on n'y touche pas. Au même titre que le Cervin, les montres et le chocolat, c'est une de nos fiertés nationales. Et la population commence à se rendre compte qu'au fond, ce qu'on considérait comme étant un atout intangible de notre place financière se transforme petit à petit en boulet. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant passer du côté des gens honnêtes. Passer du côté des gens honnêtes. Concernant l'action des Américains, il n'est pas sûr que le mot soit vraiment adapté. En effet, en cassant le secret bancaire suisse, ils voulaient surtout éviter que l'argent de leurs contribuables n'aille enrichir d'autres pays. Mais sur les fortunes que des non-américains pourraient déposer chez eux, ils sont beaucoup moins regardants. Le minuscule État du Delaware, à quelques dizaines de kilomètres de New York, n'a en effet rien à envier à la Suisse en matière d'évasion fiscale. Tout l'argent non déclaré de l'Amérique latine est aux États-Unis. Et les États-Unis sont le plus beau paradis fiscal au monde si vous n'êtes pas américain. Et donc, il faut une fois pour toutes le dire ou le répéter, de recevoir des leçons de morale de ce grand pays qui va vous mettre le doigt là où ça fait mal et puis vous mettre à l'index du monde entier, alors que lui-même fait exactement la même chose depuis des années et des années, notamment avec de l'argent russe, avec de l'argent de l'Amérique latine, avec beaucoup d'autres pays. Donc il y a là une grande hypocrisie entre le discours moral de dire on ne peut pas, il y a les fraudeurs, etc., alors qu'on en a plein à la maison, n'est-ce pas? Et puis de vouloir ainsi vous faire des leçons alors qu'on a exactement les mêmes genres de pratiques. En Europe, sévèrement étranglés par les dettes publiques, de nombreux pays aimeraient bien récupérer l'argent caché de leurs propres ressortissants, comme l'ont fait les Américains. Les Suisses se sont montrés historiquement dans les 2 dernières années faibles et assez vite capitulaires dès que des pressions sont faites, et notamment des pressions américaines. Et forcément, l'image que la Suisse donne maintenant à l'extérieur, et forcément face aux États-Unis, mais aussi face à l'Europe ou à d'autres, c'est qu'il suffit d'être fort et ferme pour pouvoir obtenir tout ce que l'autre pays veut avoir. Et malheureusement, on rentre dans ce cycle où probablement d'autres pays que les États-Unis vont très largement s'inspirer de cette façon de faire des Américains. Donc vous allez vraisemblablement, et malheureusement pour les Suisses, probablement arriver au même résultat par une pression européenne qui va suivre exactement les traces de la pression américaine. S'inspirant de la loi américaine FATCA, les puissances du G8 parlent d'instaurer un dispositif d'échange automatique d'informations. Plus aucun contribuable, et pas seulement les Américains, ne pourrait ouvrir un compte à l'étranger sans que son pays d'origine n'en soit automatiquement avisé. Mais personne n'est totalement sincère dans cette partie de poker menteur. Pratiquement tous les pays possèdent leurs paradis fiscaux, et chacun observe son voisin et calcule ce qu'il aurait à gagner ou à perdre à la mise en place d'un système totalement transparent. Et UBS, à l'origine de cette débâcle suisse, a-t-elle été brisée par la violence des coups portés par l'administration américaine? Pas vraiment. Elle est redevenue aujourd'hui la première banque de gestion de fortune privée au monde. Le terrain de chasse d'UBS a changé. Les nouvelles fortunes se bâtissent en Asie. Singapour et Hong Kong sont désormais les têtes de pont d'une banque qui a abandonné son pays d'origine pour voguer vers des contrées plus discrètes.
Vous venez d'écouter La Grande Évasion Fiscale. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Grande Évasion Fiscale est un podcast coproduit par Initial Studio et Nilaya Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Nilaya Productions, avec la participation de France Télévisions. Un film écrit et réalisé par Patrick Banquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.